tous, merci Laurent et l'ensemble des membres du CBGP qui organisent ces journées rongeurs de m'inviter à présenter mes travaux de thèse. Donc moi, je cherche Diagnan, fraîchement nommé docteur il y a juste six jours. Et aujourd'hui, j'ai la lourde tâche donc de vous présenter mes résultats de thèse en 20 minutes, comme me l'a proposé Laurent. Donc, sur les changements socio-environnementaux, structure et impact des communautés de rongeurs et de leurs parasites dans un contexte d'aménagement hydro-agricole majeur dans la vallée du fleuve Sénégal. Donc, c'est une thèse qui a été réalisée en co-tutelle entre l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et l'Université Aix-Marseille, sous la co-direction donc des professeurs Isabelle Lafonchop, Amadou Bokarbal et Ambroise Zaliki. Donc, mes activités donc, de recherche ont été réalisées au Sénégal, au nord, dans un contexte où des changements socio-environnementaux majeurs sont réalisés. En effet, le Sénégal figure parmi les pays les plus gros consommateurs de riz en Afrique de l'Ouest, avec une consommation par habitant, une consommation annuelle par habitant qui dépasse les 90 kg de riz. Donc, le pays a recours à d'importantes importations de riz. La production de riz est faible et est due à plusieurs facteurs, dont certains facteurs socio-économiques, à savoir l'évolution rapide de la démographie sénégalaise, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, un changement donc du mode de consommation, mais également aussi de la quantité, une faible quantité d'intrants qui est partagée mais également aussi par d'autres facteurs agronomiques tels que les qualités des semences distribuées, des terres qui sont mal irriguées, mais également aussi la présence d'importants ravageurs de culture. Ainsi donc, pour pallier à ce déficit de production, plusieurs vagues d'aménagement hydro-agricole majeures ont vu le jour depuis 2008 à partir de la grande crise alimentaire. D'où, par exemple, comme programme, il y a le programme national d'autosuffisance alimentaire en riz qui a été mis en place en 2010, mais également sur d'autres programmes tels que celui du MCA entre 2012 et 2015. En termes donc de conséquences liées à ces aménagements, on voit donc au niveau de la vallée du fleuve Sénégal une augmentation des surfaces qui sont cultivables maintenant, mais également aussi un changement de pratiques culturelles. Par exemple, donc cette illustration à droite montre donc l'évolution des surfaces cultivées dans le delta du fleuve Sénégal en fonction donc des années. On voit que par exemple sur ce graphique-là, avant 2008, que les surfaces donc qui étaient cultivables en riz dépassaient rarement les 40 000 hectares, alors que depuis 2008 par exemple, donc les surfaces elles ont même dépassé 60 000. Et ça, ce n'est que dans le delta, 60 000 hectares. Mais également aussi qu'avant 2008, par exemple, donc la riziculture, elle se faisait essentiellement pendant les saisons des pluies, représentées ici en vert, avec très peu de culture pendant la saison sèche en rouge. Et qu'après 2008, par exemple, il y a non seulement la culture du riz qui continue à se faire pendant la saison des pluies en vert, mais elle se fait également aussi et de manière très, très importante pendant la saison sèche en rouge ici. Ce qui fait que donc on assiste à une double culture du riz durant toute l'année, qui fait que donc on a une hausse de la production dans la vallée du fleuve Sénégal, d'où un risque de pullulation de rongeurs ravageurs de culture et de leurs parasites associés. Ces espèces de rongeurs donc qui sont connues comme étant des espèces qui causent des dégâts importants sur les cultures, mais également aussi impliquées dans la transmission de pathogènes à l'homme, mais également aussi aux animaux. Donc, l'objectif général de cette thèse, c'était donc d'évaluer l'impact des changements environnementaux de la vallée du fleuve Sénégal sur les communautés de rongeurs et sur leur interaction avec deux groupes de parasites, des champignons présents sur le pelage donc des rongeurs, mais également sur des helminths parasites du tube digestif. Donc, trois hypothèses donc sont ressorties au cours de cette thèse, à savoir donc la première qui dit que la pluviométrie et les aménagements hydro-agricoles déterminent la structure des communautés et la dynamique des populations. Notre deuxième hypothèse donc était que le niveau de parasitisme des helminths gastro-intestinaux suivait les mêmes déterminants environnementaux que leurs autres rongeurs, mais également aussi que leurs rongeurs étaient donc des hôtes d'espèces fongiques responsables d'affections de la peau. Donc la première partie donc de cette étude donc était une étude comparative sur la structure et la dynamique des communautés de rongeurs
des zones de bas-fond du bas delta du fleuve en lien avec les aménagements hydro-agricoles. Cette étude donc a été réalisée dans 2 localités du bas delta du fleuve Sénégal, dont l'une en rouge qui fait office donc qui a été impactée récemment par des aménagements du MCA entre 2012 et 2015, qui donc a constitué notre site expérimental lors de cette étude, et une autre, la localité de Savoine, qui est un site qui a été aménagé depuis les années 1970. C'est un site qui n'a pas été donc impacté récemment par les aménagements du MCA et qui est un site donc qui a fait l'office donc de plusieurs travaux de odontologues de l'IRD, donc qui les a permis donc de connaître dans ce site-là les fluctuations d'abondance de rongeurs. Donc ce site de Savoine donc a constitué lors de notre étude un site témoin positif. Donc, l'idée, donc, c'était de comprendre l'impact. L'objectif, c'était de comprendre l'impact de facteurs tels que l'usage des terres, la pluviométrie de l'année précédente, le couvert végétal et les aménagements également, c'est récemment fait sur les abondances de rongeurs, la structure d'âge, mais également aussi l'état reproducteur. Pour ce faire, donc, des sessions de paysage de rongeurs ont été réalisées de 2008 jusqu'à 2019 pendant la saison sèche chaude, qui en zone sahélienne correspond à la période donc de repos de reproduction des rongeurs. Les rongeurs donc ont été piégés dans 3 types d'usages, à savoir des rizières, des parcelles non cultivées, mais également aussi des jardins de maraîchage. Des données donc environnementales telles que le couvert, la présence d'eau libre autour des pièges a été collectée. Des données de morphométrie, mais également sur de reproduction a été récupérée sur les rongeurs piégés, ainsi que donc une collecte donc d'échantillons tels que le tube digestif et le spore de champignons grâce à des compresses qui ont été frottées sur le pelage des individus capturés. Les rongeurs donc capturés ont d'abord suivi une première phase d'identification morphologique grâce aux critères donc d'identification dans Grandjean et du Plantier 2009, tels que la couleur du pelage, la longueur de la queue, la longueur tête-corps, la longueur de l'oreille, mais également aussi de la patte postérieure, mais également aussi à cette identification morphologique, donc nous avons combiné une identification moléculaire grâce au séquençage du gène cytochrome B pour les espèces donc indiscernables morphologiquement, telles que les espèces appartenant au genre Mastomys. En termes d'analyse donc de données de communauté, nous avons donc lancé des modèles de co-occurrence pour essayer de comprendre donc la distribution des espèces, mais également aussi lancer des GLM, de même que des modèles logistiques pour comprendre donc l'impact de variables telles que l'usage, la pluie, etc., comme je viens de le dire tantôt, sur l'abondance des rongeurs, la structure d'âge, mais également aussi l'état reproducteur des adultes. Au cours de cette étude, donc, de cette première phase, nous avons donc capturé 1867 rongeurs de 2008 à 2019. L'identification moléculaire donc, a permis donc, de pouvoir montrer uniquement la présence de Mastomys huberti dans le delta. 4 espèces donc, de rongeurs ont pu être capturées avec Avicanthis niloticus et Mastomys huberti, qui représentaient les espèces majoritaires capturées dans nos échantillons, avec respectivement 65 et 28%. Taterulus, Esurus, Erythropus étaient donc les espèces les plus faibles, avec pour Taterulus 7% et moins de 1% pour Zerus. En termes de co-occurrence, donc, au cours de cette étude, nous avons montré que Avicanthis niloticus et Mastomys huberti avaient donc une distribution agrégée. Mastomys huberti avait donc, et Taterulus avait donc une distribution ségrégée, et Avicanthis niloticus et Taterulus donc avaient une distribution aléatoire. Les résultats donc des GLM ont montré que les abondances de ces 2 espèces les plus majoritaires donc dans ces zones de bas-fond, à savoir Avicanthis niloticus et Mastomys huberti, évoluaient positivement avec la pluie de l'année précédente, mais également avec le couvert. Pour Mastomys huberti, donc, elle était corrélée positivement avec donc, la présence d'eau libre autour des pièges. Pour Avicanthis niloticus, les abondances étaient plus élevées dans les parcelles cultivées, telles que le maraîchage et les parcelles de riz, mais également aussi étaient impactées par les aménagements avec les abondances qui augmentaient dans la zone impactée par les travaux du MCA.
En termes donc de structure d'âge, nous avons donc vu que les proportions de juvéniles donc, étaient négativement corrélées donc, avec le couvert et également avec l'eau libre. Pour les deux espèces, donc, la proportion d'individus juvéniles était plus importante dans les parcelles cultivées en riz que dans les deux autres types d'usage. Et que chez Avicanthis, par exemple, également aussi, l'aménagement avait un impact sur la proportion de juvéniles qui était moins importante dans les zones impactées par les MCA. En termes également aussi de reproduction, donc, Avicanthis, la probabilité donc de capturer un individu sexuellement actif était pour Avicanthis plus important dans le maraîchage et les parcelles non cultivées que dans les parcelles de riz et était positivement corrélé avec donc la présence d'eau libre. Au cours de cette étude, donc, 4 espèces de rongeurs ont pu être capturées. Avicanthis niloticus et Massomis donc représentaient les principales espèces capturées dans ce contexte hydro-agricole. Cette étude donc est cohérente avec les données de Poulet 1980 et du Plantier et Sen qui ont montré que ce sont les deux espèces qui sont les plus majoritaires dans ce contexte. Nous avons montré donc une agrégation entre Avicanthis niloticus et Massomis, ce qui confirme donc que ces deux espèces partagent le même habitat, d'où un risque avéré élevé pour la riziculture. En effet, Avicanthis niloticus est une espèce donc dite essentiellement herbivore, alors que Massomis huberti est dite granivore. Ce qui fait que donc Avicanthis, donc lui, cette espèce pourrait s'attaquer pour le riz dès les phases végétatives, alors que Massomis huberti lui pourrait s'attaquer au riz pendant les phases de piaison, mais également aussi pendant la récolte. Cette étude a permis donc de montrer que les abondances d'Avicanthis et de Massomis augmentaient avec la pluviométrie, augmentaient avec les aménagements, mais également étaient aussi plus importants dans les parcelles cultivées que dans les parcelles non cultivées. Donc, ce qui nous a permis de valider donc notre première hypothèse, à savoir que la dynamique de la population de rongeurs dépend principalement des précipitations et des aménagements hydro-agricoles. La proportion donc d'individus juvéniles des deux espèces était plus élevée dans les parcelles de riz que dans les parcelles de maraîchage et les parcelles non cultivées. Chez Avicanthis niloticus, nous avons montré donc que la proportion d'individus actifs était plus élevée dans les parcelles de maraîchage et les parcelles non cultivées par rapport aux rizières, ce qui nous a permis donc de fournir comme hypothèse que les parcelles non cultivées et les parcelles de maraîchage constituaient dans la vallée du fleuve Sénégal, dans ces zones donc de bas-fond, des refuges et le lieu de reproduction de ces individus rongeurs, et que les rizières, eux, constituaient les lieux de nourriture. Ce qui donc nous a donc permis de pouvoir donner, en termes de directives pour les gestionnaires, de mettre en place donc une surveillance régulière de rongeurs pendant la saison sèche, la période à laquelle nous avons fait nos échantillonnages, et pour les cultivateurs donc de s'atteler le plus au nettoyage des parcelles, surtout au niveau des digues et des zones non cultivées et de maraîchage qui constituent les zones de refuge et point de départ donc pour l'invasion des rizières. La deuxième partie donc de cette étude constituait donc à savoir la dynamique des populations, des communautés d'helmintes parasites de rongeurs en lien avec les aménagements, mais également si nous avons donc travaillé à identifier, à décrire donc la communauté de champignons véhiculés par le pelage de ces rongeurs. L'étude donc sur la dynamique des helmintes a été réalisée également dans le Bas-Delta, dans les mêmes localités que précédent, à savoir donc la localité de Lamsadios qui a été impactée par les travaux du MCA, mais également aussi la localité de Savoine qui n'a pas été impactée, donc qui fait office de témoin positif. Nous avons donc disposé d'échantillonnages de tubes digestifs, des missions de 2011, 2014, 2016, 2017 et 2018. Donc, l'objectif donc de cette étude, c'était donc de pouvoir d'abord en premier décrire les communautés d'helmintes présentes chez les rongeurs dans ces zones, dans ces localités, et également aussi de voir la variation de ces communautés en lien avec donc les aménagements. Pour ce faire, donc, les tubes digestifs donc, ont été disséqués à Dakar. Les parasites helmintes ont pu être donc subir une première phase de tri à la loupe binoculaire, puis montage entre lame et lamelle pour une identification morphologique.
pour chaque groupe en fonction également aussi de certains critères spécifiques présents dans la littérature en collaboration avec Alexis Riba de l'Université de Barcelone. Puis, en second lieu, une identification moléculaire a été réalisée grâce au séquençage de 2 gènes, à savoir le CO1 pour les nématodes, les trématodes et les acanthocéphales, et le NAD1 pour les cestodes. En termes d'analyse donc de données de communauté, donc nous avons donc calculé comme niveau de parasitisme la prévalence et l'abondance des éléments. Et les études donc des modèles linéaires ont été réalisées également sur le niveau de parasitisme uniquement pour les taxons qui avaient des prévalences supérieures à 10%. Donc nous avons donc regardé l'impact également aussi, comme pour l'étude précédente, de certains facteurs extrinsèques comme extrinsèques sur la prévalence et l'abondance des communautés d'helminths. Au cours de cette étude également aussi, donc 19 taxa d'helminths ont pu être identifiés pour une prévalence globale de plus de 65%, avec 10 taxa d'helminths qui ont pu être identifiés sur Avicanthis niloticus, 8 taxa d'helminths sur Mastomys huberti et 8 taxa également sur d'helminths sur Taterellus sp. Nous avons donc mis en exergue en rouge ici certains taxons qui ont un pouvoir zoonotique en fait, tels que Inémi capsifère, Raletina, Immunolepis et des douves appartenant au genre Echinostoma, Plagiorchis également. Les analyses ont été effectuées sur 5 taxa d'helminths, 4 qui étaient présents sur Avicanthis niloticus et un seul taxon sur Mastomys huberti. Nos résultats n'ont pas montré d'effet lié à l'aménagement sur les communautés d'helminths, mais plutôt un effet spatio-temporel. Nous avons montré que l'usage impactait le parasitisme, par exemple chez Avicanthis, avec des taxons qui avaient des distributions en fonction de usages différents. Par exemple, Raletina et Syphacia sp1, qui étaient beaucoup plus fréquents et abondants dans le maraîchage, tandis que Inémi capsifère était beaucoup plus fréquent et abondant dans les parcelles non cultivées. Nous avons également montré un effet de l'abondance des rongeurs, un effet négatif sur la prévalence et l'abondance de 3 taxons de cestodes, un effet de l'âge sur la prévalence et l'abondance de 2 taxa qui présentent des patterns contrastés. Par exemple, Trichostrongylide sp1 chez Avicanthis qui parasitait beaucoup plus les individus adultes, alors que Syphacia, lui, parasitait beaucoup plus les individus juvéniles, chez un même hôte, Avicanthis niloticus. Nous avons également aussi montré donc l'effet de la pluviométrie également aussi, avec 2 patterns contrastés également aussi, un effet positif pour l'abondance d'Immunolepis microstoma, alors que les abondances donc d'Inémi capsifère, eux, diminuaient avec la pluviométrie de l'année précédente. Donc, ce qui fait que donc l'hypothèse que nous avons émis, à savoir que le niveau de parasitisme des helminths gastro-intestinaux suivait les mêmes déterminants environnementaux, n'a pas pu être validé tel que l'ont montré nos résultats. En effet, nous pensions que, par exemple, la dynamique des communautés d'helminths allait suivre les mêmes que ceux de leurs rongeurs, à savoir que les aménagements qui augmentaient donc les abondances des rongeurs allaient également augmenter les abondances de communautés d'helminths, de même que les aménagements. Donc, ce qui est ressorti de cette étude est que donc plusieurs paramètres sont également aussi à prendre en considération, tels que la distribution, par exemple, des autres intermédiaires qui expliqueraient également aussi en fonction des usages, donc la structure des helminths. La maturité des autres rongeurs également aussi expliquerait la structure des helminths avec, dans certains cas, les adultes qui étaient beaucoup plus parasités que les juvéniles. L'acquisition d'immunité également aussi pour certains taxons, tels que par exemple, nous l'avons montré pour Syphacia, qui parasitait beaucoup plus les individus juvéniles que les adultes, car les adultes, eux, l'hypothèse serait qu'ils ont acquis une immunité contre ce taxon. Mais également aussi un effet de la saisonnalité aurait pu donc impacter la structure de ces communautés d'helminths, avec nos piégeages qui ont été réalisés essentiellement pendant la saison sèche, tandis que s'il y avait eu également aussi des piégeages pendant l'hivernage ou la saison froide, nous aurons pu donc trouver d'autres structures également aussi.
Et en dernier lieu, donc, nous avons donc fait réaliser une étude sur les communautés des champignons qui étaient véhiculées sur le pelage des rongeurs. Donc, cette étude a été réalisée uniquement en 2008 au cours d'un paysage ponctuel sur plusieurs localités, à la fois du delta, mais également sur de la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Des paysages ont été réalisés en milieu extérieur, mais également aussi en milieu commensal, dans des maisons, dans des boutiques, mais également aussi dans des salons de coiffure. L'objectif, c'était principalement de pouvoir décrire la fonge qui était présente sur le pelage des rongeurs. Pour ce faire, donc, des compresses ont été utilisées, frottées sur le pelage des rongeurs. Les compresses ont été ramenées donc au laboratoire Vitrum à l'IH de la Timone, où ils ont été mis en culture. Et une identification par spectrométrie de masse de type Malditoff a été utilisée pour identifier les communautés de champignons. Quand l'identification donc par Malditoff n'était pas bonne, donc une identification moléculaire a été combinée grâce au séquençage des gènes ITS. Au cours de cette étude, donc 213 échantillons de compresses, donc appartenant à 213 rongeurs, espèces de rongeurs ont été utilisées. 6 espèces de rongeurs donc ont été capturées avec Arvicanthis et Mus musculis, la souris domestique, de même que Mastomys huberti qui étaient les espèces les plus majoritaires. La communauté donc de champignons avait une prévalence globale supérieure à 97%, donc soit 5 rongeurs uniquement n'avaient pas donc de champignons au cours de cette étude. Nous avons donc pu identifier 49 unités taxonomiques opérationnelles pour un minimum de 22 genres, avec Gymnacella dacquensis et Cladosporium spherospermum, qui étaient les taxons les plus majoritaires dans cette étude. Donc, nous avons donc pu identifier 49 hauturiers de la fonge à partir des spores hébergés dans le pelage de rongeurs, ce qui représentait une diversité élevée, insoupçonnée, pour une communauté qui était négligée, pouvant donc avoir un effet majeur sur l'écosystème. Au cours de cette étude, nous n'avons pas pu donc identifier d'espèces dermatophytes, telles que appartenant aux genre Tinea, Mycosporum ou Trichophyton, qui sont pourtant présents dans la population humaine en Afrique de l'Ouest et qui ont pourtant été rapportés dans certaines études réalisées en Inde, au Nigeria, sur les rongeurs, en Inde, au Nigeria, mais également aussi en Europe, chez des animaux, chez des rongeurs de compagnie. La majorité donc des champignons qui ont été identifiés étaient des espèces essentiellement telluriques, avec Gymnacella dacquensis qui a été pour la première fois au cours de cette étude identifiée en Afrique subsaharienne. Nous avons pu également aussi mettre en évidence des espèces fongiques qui sont des parasites de plantes d'importance agronomique au Sénégal, mais également aussi des taxons tels que Cladosporium aspergillus, Penicillium alternaria, qui sont au Sénégal connus comme responsables d'affections pulmonaires lors d'épisodes de poussière à Dakar, mais également aussi dans plusieurs localités au Sénégal. En somme, cette étude, donc, au cours de cette thèse, nous avons donc pu procéder à une meilleure caractérisation des communautés de rongeurs, de champignons du pelage et d'éléments gastro-intestinaux présents chez les rongeurs dans les basses terres du bas delta du fleuve Sénégal. Nous avons donc ressorti une meilleure compréhension de la dynamique des rongeurs du bas delta, mais également aussi des éléments gastro-intestinaux dans un contexte d'aménagement hydro-agricole. Nous avons pu mettre en évidence des taxons d'éléments qui seraient potentiellement zoonotiques et de fonges également aussi véhiculés, pouvant impacter à la fois les plantes et les humains, d'où la nécessité donc à la fin, donc en termes de perspective, de pouvoir donc parfaire les identifications de ces différents taxons, à la fois d'éléments et de champignons. Et également aussi, donc, cette étude a permis donc de mieux comprendre la dynamique des populations de rongeurs ravageurs de cultures et réservoirs de pathogènes dans un contexte où la sécurité alimentaire est d'une importance capitale. Je ne saurais donc terminer cette présentation sans remercier l'ensemble des laboratoires membres, mes 3 encadrants, mais également aussi principalement plusieurs membres du laboratoire CBGP qui à la fois ont permis de pouvoir donc réaliser certaines manips au niveau du CBGP, mais également aussi au cours de cette thèse,
ont apporté leur contribution lors de mes différents comités de thèse, tels que Karim Brouard, Christophe Diagne, Caroline Tata, Emma Artis, Nathalie Vieira, Gauthier Debigny, mais également aussi Laurent Grandjean.